tout le monde va avoir la parole. Alors vous m'interpellez, vous levez le doigt en disant maintenant. Tout le monde va avoir la parole, donc ce n'est pas la peine qu'on ait des impatiences. Je répartis la parole avec équité, autant que je puisse. Oui, nous parlons depuis un moment des problèmes qui se sont révélés, puisque nous sommes ici avec le mouvement des Gilets jaunes. Bon, c'est les problèmes sociétaux qui existent dans notre pays. Mais est-ce que c'est un problème franco-français? Non, puisque les Gilets jaunes n'ont rien inventé. C'est un problème de l'Europe de l'Ouest entière. Il y a eu Podemos et Ciudadanos en Espagne il y a quelques années, 5 étoiles en Italie déjà qui nous ont devancés. Bien, donc ce n'est pas la Constitution qui va résoudre notre problème, enfin c'est mon opinion en tout cas. Par contre, nous avons au niveau de tous les pays de l'Europe de l'Ouest un même critère de financement de l'État social. C'est De Gaulle qui l'a inventé avec le Conseil national de la résistance il y a plus de 70 ans. C'est le prélèvement des charges sociales sur le travail. Ça n'a jamais été les entreprises qui ont payé. On a prélevé, l'État a prélevé, les organismes sociaux ont prélevé au niveau des entreprises. Mais les entreprises, forcément, elles le mettent dans le prix de vente. C'est donc les consommateurs qui ont toujours payé les charges sociales. Les consommateurs de produits français. Mais nous étions dans une situation où il y avait des frontières, et nous étions d'ailleurs les seuls à mettre des biens finis sur le marché international. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, ça a changé. On ne peut plus mettre des freins aux frontières, des taxes aux frontières, etc. D'autant plus qu'on n'a pas d'Europe. Donc, il faut maintenant savoir ce que ces charges sociales représentent 75% du coût du travail. Ça double pratiquement le coût du travail pour rien. Comment voulez-vous qu'on trouve du travail, qu'on relocalise du travail en France et dans les pays de l'Europe de l'Ouest? Ce n'est pas la peine de se bagarrer avec l'Italie ou l'Espagne. Pourquoi retrouverions-nous du travail quand on multiplie par 2 le coût du travail? Aucune entreprise ne va investir ici, très peu, et elle préfère investir dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. D'autant plus que pour la vente, effectivement, chaque pays a compris ça. Ils veulent, s'ils veulent acheter des produits, il faut qu'on les construise ou qu'on les assemble en tout cas chez eux. Bien, ceci pour dire qu'il serait temps, ça fait 40 ans que ça dure, que le gouvernement d'aujourd'hui fasse ce que n'ont pas fait les gouvernements précédents, à savoir instituer une CSC. Parce que Rocard avait inventé la CSG pour financer les charges sociales, mais c'est le mauvais impôt, puisque c'est sur le revenu. Il faut le mettre sur la consommation. C'est le seul qui nous permette d'élargir la base d'impôt et de prendre sur les importations. Donc, je ne dis pas qu'il faut pénaliser l'importation, mais il faut arrêter de pénaliser les produits français ou européens de l'Ouest. Oui, puisque nous sommes aujourd'hui en balance commerciale déficitaire. À l'époque, on pouvait croire que c'était les étrangers qui allaient nous le payer. Ça, c'est fini. Et deuxièmement, on n'a pas d'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se bat avec les travailleurs déplacés, on en a parlé tout à l'heure, entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'on voudrait que tout le monde mette les mêmes charges sociales. Mais personne ne mettra les charges sociales qu'on a nous, en Europe de l'Ouest. Laissons chaque pays faire les prestations sociales qu'il souhaite avec ses citoyens. Pour cela, si on le met sur la consommation, c'est possible. Et pour le coup, il faut que la France prenne le leadership de cela au niveau de l'Europe, autrement l'Europe n'avancera pas d'un moment. Les élections sont bientôt. Donc on est en panne d'Europe parce qu'on voudrait qu'on ait les mêmes systèmes partout. Non. Si on déconnecte les charges sociales du travail, il est possible de retrouver une unité au niveau de l'Europe pour se bagarrer vis-à-vis des autres continents, parce qu'on est en guerre économique, qu'on le veuille ou non. Merci beaucoup. Pile 4 minutes. On ne va pas ouvrir le débat. On enregistre tes propositions. Je crois que tu te trompes sur un point, mais c'est mon opinion et je ne donne pas mon opinion ici. On passe à une voix féminine. Madame. Oui, bonjour. Levez-vous, voilà. Oui, bon, je me lève. Voilà, donc je voulais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites un peu partout, mais surtout sur la proposition de M. Carassus, que je trouve très intéressante, le côté réseau. Parce que ça ne fait pas longtemps que je m'intéresse vraiment à la vie politique telle qu'elle est
faite en France, et sur le fait qu'il y a effectivement plein de couches, plein de millefeuilles, avec aucun lien entre un côté et de l'autre, enfin vers le bas. Tout vient du haut vers le bas. En bas, on n'a rien le droit de dire et on fait. Voilà. Alors qu'il faudrait, enfin moi c'est ce que je pense dans les solutions, créer plutôt des systèmes de réseau où en bas les citoyens pourraient très bien se retrouver dans le cadre des associations, qui sont pour l'instant très maltraités, par exemple, hein, il peut y avoir d'autres solutions, pour donner des idées et qui puissent remonter et qu'on donne aux citoyens qui ont eu ces idées, surtout si elles ont intéressé un grand nombre, la possibilité de les mettre en application, plutôt que ça soit de nouveau au-dessus, qu'on décide, ben, c'est bon, on fait, ou c'est pas bon, et on met de côté. Il ne faut pas que la décision soit toujours au plus haut, au plus haut, au plus haut, et que ça redescende une fois de plus. Il faudrait vraiment trouver le système pour plus travailler tous ensemble. Quand il y a une idée intéressante, vous voyez ce que je veux, je ne sais pas. C'est très bien expliqué. Parler, mais vraiment, le système de réseau, ça serait là-dessus qu'il faudrait reprendre les institutions, enfin, à mon avis. Pour rapprocher la décision chaque fois que possible du niveau le plus proche. Le niveau le plus proche, mais surtout que les personnes qui ont eu la bonne idée, si justement cette idée elle a été reconnue par le plus grand nombre, laisser à ces personnes la responsabilité de la mettre en place et pas dire ben, je vais m'en occuper. Et ça monte à monte, par contre avec contrôle bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de contrôle. Effectivement, les différents pouvoirs peuvent avoir contrôle dessus. Parce qu'il y a les lois qui vont être derrière et il y a plein de choses. On ne connaît pas tout. Non, parce que pour mettre un impôt en place, il faut quand même que l'État s'en occupe un peu. Donc, Non, mais je suis d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire, mais que le Très bien. citoyen soit vraiment impliqué. Rapprocher la décision. Voilà, enfin, avec un système. Voilà. Merci beaucoup. Masculine. Monsieur au fond. Oui, merci. Là. Oui, je voulais rebondir sur une question qui est abordée, enfin, ou un thème, sur le CNED. À titre personnel, je fais de l'aide scolaire aux enfants. Il faut que vous parliez plus fort et plus près du micro. Oui, donc malade ou pas d'ailleurs, à travers des associations. Et ce que j'ai déjà exprimé par mail auprès du ministre, parce que surprenamment on peut envoyer des mails au ministre, c'est qu'on ait un accès direct au cours du CNED. Oui. Parce que ces élèves, ils ont droit à quelque chose de qualité. Alors, c'est gratuit hein, jusqu'à 16 ans, le CNED. L'accès est possible, mais il faudrait que les parents fassent un dossier, c'est compliqué. Et je pense que l'accès direct pour les aidants est beaucoup plus simple. Par Internet, en tout cas, ça devrait être beaucoup plus simple. Oui, il suffit d'un mot de passe qu'on recueillerait auprès des associations. Donc, c'est une demande très simple. C'est une demande très simple et utile. Quelqu'un veut... Je cherche une main féminine. Oui, oui. Madame au premier rang. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, moi je voudrais parler d'un problème qui me tient à cœur et qui concerne beaucoup de personnes. C'est le problème du logement. J'en profite parce que je ne voudrais pas partir en étant frustrée de ne pas en parler. Je peux en parler parce que c'est mon problème actuel. C'est ce que je vis au quotidien. Je vais pas m'éterniser sur ma vie, mais par contre, je sors d'une séparation. J'étais commerçante à Pau de 2014 à 2016. Bon, je ne m'en suis pas sortie. J'ai déposé le bilan, terminé pour moi. Je me suis mise avec une personne dont je viens de me séparer au mois de juillet. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis, entre guillemets, SDF. Depuis le mois de juillet, je me bats avec plein d'organismes pour avoir un logement décent. J'en avais un jusqu'à présent. Maintenant, je n'en ai plus. J'ai pas honte de le dire, mais il y a de la discrimination. Parce que quand on me dit, aujourd'hui, vous travaillez, non, parce que je travaillais avec la personne avec qui j'étais. Donc aujourd'hui, je me retrouve sans travail, je me trouve sans logement, je suis au RSA et on me met une étiquette. Je n'arrive pas à trouver aujourd'hui un logement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà. Et je le dis haut et fort, c'est inadmissible. Alors, monsieur Bayrou, vous êtes où, là, d'ailleurs? Ici. Oh. Ah, bon, on ne vous voit pas. Alors, ne vous cachez pas. Ah, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui? J'ai pas honte de le dire, je suis à la rue, je suis SDF. C'est un ami qui m'héberge à titre gratuit.
Et je vais vous raconter plus, c'est une honte ce qu'on me fait subir aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Je suis gilet jaune aujourd'hui, monsieur Oui, Bayrou. mais Et vous je avez le le suis droit. depuis longtemps là-dedans. Vous avez le droit. Proposez-moi quelque chose. Est-ce que vous avez déposé un dossier J'ai aux fait organismes HLM? CECAS, HLM. On me dit, madame, aujourd'hui, il n'y a rien pour vous. Pourquoi il n'y a rien pour moi? Expliquez-moi, dites-moi pourquoi. Je ne sais pas, je ne connais pas votre dossier. Vous savez ce que je voulais faire, monsieur Bayrou? Je voulais venir devant chez vous, planter là avec mon gilet jaune, jusqu'à que vous me trouviez quelque chose. Parce que j'en ai ras-le-bol, je vous le dis honnêtement. Et c'est pour ça que chaque fois que je passe devant la mairie, c'est bien beau, les bons discours, les ceci, cela. Chaque fois que je passe devant la mairie, je fais Bayrou, aouh. Voilà. Voilà ce que je fais. Si vous pensez que ça va vous donner un logement de vous comporter comme ça, faites-le. C'est réel. Je me bats depuis 7 mois. Faites-le. J'exprime ma colère, monsieur Bayrou. Ça n'est pas de ma faute si vous vous êtes J'exprime ma séparés. Ça n'est pas de ma mais ça, faute. on passe pas de ça. On parle du logement. Je dis où j'en suis arrivé à ce niveau. Je parle du logement. Moi, je dis, vous me mettez en cause. Il n'y a pas de logement pour moi. Vous me mettez en cause, je ne sais pas, parce que je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas où vous étiez avant. Je ne sais pas avec qui vous habitiez. Je ne sais pas quelle est la situation qui est la vôtre. Vous allez me donner votre dossier à moi. Je vais le porter moi-même au CCAS. Il y a des gens du CCAS dans la maison? Il y est déjà. Il y est déjà. Il est aux HLM, il est à la CCAS, il est partout. Voilà. Vous allez aller voir. Vous allez aller voir ce monsieur là-bas. Voilà. Et donc juste une, voilà, je vais l'écouter. Excusez-moi. Juste une chose, parce que je n'ai pas fini, j'ai pas fini mon temps n'est pas écoulé encore. Quand je dis, oui justement, mais quand je dis ça, quand j'ai demandé, on m'a dit, madame, si vous ne trouvez pas de logement avant le mois de juin, là, de cette année, on m'a dit, madame, on va vous déclarer vivant maritalement avec la personne qui vous héberge. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est ce qui m'arrive et ce que je vis tous les jours, madame. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Vous le vivez, vous avez un toit, vous avez un toit, j'ai le droit de m'exprimer. Moi, je n'en ai pas. Je vis dans 9 mètres carrés chez quelqu'un qui m'héberge. J'ai bossé jusqu'à maintenant, j'étais commerçante et tout. Vous trouvez ça normal? Alors, s'il vous plaît, avec votre confort, restez-y dedans. Non, mais pourquoi vous agressez cette dame? Pourquoi non? Parce qu'elle a dit quelque chose, donc je lui réponds à cette dame. Écoutez. Je me suis exprimée, c'est un débat. J'ai dit ce que j'avais à dire. Madame Bascou. C'est la détresse qui s'exprime et on a... Oui, madame. Et on l'entend. Et on l'entend. Le problème du logement, il est... Pourquoi de blanc? Pourquoi de blanc? Il y a deux... Mais pourquoi vous dites de blanc? Il s'est retrouvé à la rue. On lui a dit qu'il n'y a pas de logement. Il a construit un HLM. Et les HLM, ils les ont réservés à des migrants. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, chez nous, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que pour moi, la couleur de la peau, excusez-moi, ça n'a aucune importance. Ah bah oui, pour vous, ça n'a aucune importance, ça c'est clair. La couleur de la peau n'a aucune importance pour moi. Mais quand ça devient une discrimination pour nous, excusez-moi. on est en légitimité de se poser des questions. Oui. Madame a posé 2 questions. Enfin, elle a évoqué 2 choses. La première, c'est qu'elle a du mal à trouver un logement. Et ça, malheureusement, il y a des centaines de personnes dans la même situation. Ce n'est pas propre à Pau. C'est toutes les communes qui sont confrontées. Il y en a beaucoup moins à Pau qu'ailleurs. Sur la côte basse, c'est bien pire qu'ici. Mais madame, le logement, c'est quelque chose qui est un droit pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des lieux pour accueillir. La deuxième question... Mais oui. Tout le monde passe par le même système, c'est-à-dire vous cherchez un logement dans le privé ou en HLM. Si c'est en HLM, il y a tout un processus et tout le monde s'y trouve confronté. Et quelquefois, on a déjà trouvé quelque chose quand on nous alloue un appartement. C'est pas normal qu'on me dise... Non, alors ça, c'est l'autre question à laquelle je vais répondre. Non, on vous a peut-être dit ça de manière très maladroite, mais il faut juste que vous sachiez... S'il vous plaît, on ne peut pas vous l'avoir écrit. Madame, je vais vous expliquer. Les prestations, notamment le RSA, sont calculées sur la base des revenus du foyer. Voilà. On va vous assimiler. Madame, excusez-moi. Une personne qui vit avec ses parents vit dans un foyer. Une personne qui vit avec une autre personne, c'est une forme d'assimilation
pour calculer les ressources et les aides en fonction de la globalité des revenus des personnes vivant dans le logement. On n'y peut rien, c'est la loi. Voilà. Et elle est, à mon avis, mal faite, la loi. Alors, non, madame, ce qui va se passer, c'est pas ça. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'au mois de juin, on va prendre en compte les ressources de la personne chez qui vous vivez pour vous calculer votre RSA. Non. Non. Mais il ne s'agit pas d'être en couple, il s'agit de vivre dans un lieu où il y a d'autres personnes qui ont des revenus. Malheureusement, c'est la loi. C'est la loi. Non, elle ne va pas aller dans la rue. Alors, monsieur, elle va être confrontée à un choix, perdre une ressource personnelle ou être logée. Bon, je suis désolée. J'incarne peut-être à vos yeux les décisions prises par le gouvernement. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Monsieur, vous pouvez pas là où parler j'ai pas eu comme d'humanité tout à l'heure, c'est quand je vous ai pris la parole. Mais par contre, maintenant, j'en ai. Excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, Madame Bascou, je voudrais dire un petit mot. Moi, je considère que cette loi est mal faite. Je considère... Ben, en attendant, on fait ce qu'on peut. Excusez-moi. Madame, si vous avez... Excusez-moi. Madame, quand vous allez trouver un logement, ça va vous coûter. Vous allez peut-être avoir droit à des allocations au logement, tout à fait légitimement, mais il n'empêche que votre situation, fondamentalement, ne sera pas changée, peut-être même aggravée. Alors, je suis désolée, c'est peut-être une aberration de l'analyser comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Ce sont des minima sociaux, ils sont attribués en fonction des ressources. Si on peut... Non, vous n'aurez pas la parole. J'ai la preuve de ce qu'elle dit est faux. Non, mais arrêtez de... Bon, madame, je vais défendre mon avis et essayer de faire avancer votre situation. Moi, je considère que quand des personnes à revenus faibles décident de vivre ensemble, ça devrait être non pas combattu, mais favorisé. C'est une idée que je défends depuis longtemps et on va vivre dans le même espace. Pourquoi je dis ça? Parce que une personne avec 800 €, c'est la misère. Mais 3 personnes avec 800 €, c'est la possibilité de vivre ensemble. Hein? Ça dépend, ça peut être le RSA, ça dépend. 484 pour une personne seule, plus les allocations. Logement en particulier. Et donc, excusez-moi de dire, on arrive à peu près à ça. 800. J'ai parlé la première fois où j'ai parlé de ça, de l'erreur, de l'anomalie qu'il y a par rapport au seuil et par rapport au plafond. On n'y peut rien, il faut mettre des règles en place. Et souvent, dans la particularité, elle se trouve confrontée à des situations, ça rend la situation aberrante. Voilà. Mais seulement, il n'y a pas le choix, il faut écrire les règles. Et donc, vous allez donner toutes vos références à ce monsieur, et je vais, moi, m'en occuper. En tout cas, vous recommandez au CCAS. C'est déjà une chose qu'on peut faire. Vous lui donnez à ce monsieur qui est là? Bon. Ça, c'était une voix féminine. Masculine, au fond. Tout le monde va parler. Bonsoir à tous. Je ne reviendrai pas sur mon souhait que j'ai déjà évoqué lors d'une précédente réunion sur le renforcement du pouvoir de sanction de la Cour des comptes
et aussi la possibilité pour la Cour des comptes de pouvoir faire plus d'évaluation et de contrôle. Je souhaiterais poser la question suivante et évoquer en plus un autre point. J'ai constaté qu'il y a un manque de transparence de certaines communes dans la diffusion des documents administratifs et financiers vis-à-vis de leurs administrés. Donc, je souhaiterais savoir pourquoi certaines communes ne diffusent pas les informations financières, y compris les débats publics qui ont lieu lors du conseil municipal, d'autant plus qu'il n'y a pas de sanctions à cause de la loi NOTRe, qui est la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Et j'en suis un peu surpris que certaines communes s'effacent de cette obligation. Lesquelles, par exemple? Il y en a quelques-unes dans l'agglomération, mais il y en a d'autres dans toute la France. Donc je vais pas les C'est très simple. La loi oblige à communiquer tous les documents. Si on vous refuse les documents, vous saisissez la CADA, on appelle ça comme ça, qui garantit l'accès aux documents administratifs, ADA, accès aux documents administratifs, qui obligera à vous donner tous les documents. Non, bon, en attendant, il y a beaucoup de communes qui ne le font pas. Je pose une autre question qui concerne donc le nombre de fonctionnaires territoriaux qui sont en augmentation constante dans toute la France. Et d'autant plus que j'ai pu constater via différentes sources qu'il y avait un taux d'absentéisme assez important dans certaines villes. Donc, je prends un exemple connu, c'est par exemple le CCAS, où je crois qu'en 2010, il y avait environ 14 à 15% d'absentéisme par an. Donc, je souhaiterais savoir comment on peut donc diminuer ce taux d'absentéisme qui se fait au détriment des contribuables. Je vous réponds en 2 phrases, si vous voulez bien. Vous avez fini? Je vous réponds en 2 phrases. Quand nous avons été élus à Pau, le taux d'absentéisme était à 16%, et il est aujourd'hui descendu au-dessous de 8%, et même autour de 6% à l'agglomération. Il y a un cas particulier qui est en effet le CCAS. Pourquoi? La dame l'a dit tout à l'heure. Parce que quand vous avez à porter des personnes âgées pour les lever ou pour les coucher, et que vous faites ça pendant des années, vous avez très vite ce qu'on appelle en termes compliqués des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire que votre dos, vos épaules se trouvent assez vite abîmés. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus d'absentéisme au CCAS que dans aucun autre service. Mais ce n'est pas parce que les agents du CCAS sont irresponsables ou paresseux. C'est parce que ce métier est tellement difficile et que quand on le fait au long des années, il arrive qu'on se démolisse, en partie au moins, les muscles ou les os. C'est la raison pour laquelle nous essayons de bâtir des carrières où on puisse changer de travail au bout d'un certain nombre d'années quand on en a le souhait. Et c'est très efficace, mais très difficile à mettre en place. Voilà. Donc, comment expliquez-vous que dans certaines villes, le taux d'absentéisme approche les 15%, sinon les 18%, et que certains fonctionnaires territoriaux ont 20 à 30 jours d'absentéisme? Là, ça me surprend toujours. Voilà, j'ai terminé, monsieur. Probablement parce que le travail est mal organisé et parfois qu'il y a des conflits à l'intérieur. Et tout ça, nous sommes la preuve vivante qu'on peut le changer. Je vous dis, 16% quand on est arrivé, moins de 8% aujourd'hui. Et c'est une des choses, ça ne se voit pas dans la rue, mais c'est une des choses dont je suis fier. Mais on n'est pas là pour parler seulement de Pau. Féminine. Oui. Non, je voudrais juste rebondir. Je suis aide-soignante. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Avec les années, on se fatigue.
Par contre, ce que je ne comprends pas dans le fonctionnement de l'État, c'est pourquoi on nous enlève des soignants dans les hôpitaux, où on a besoin absolument de main-d'œuvre, parce que les personnes qui sont hospitalisées sont de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles. Il est pour nous très difficile de les soigner, mais malgré ça, on continue malheureusement à avoir du personnel en moins, à avoir des contrats qui s'éternisent, des titularisations qui sont difficiles à obtenir malgré les années. Voilà, c'est compliqué. On a vraiment besoin en fait de soutien, et on a l'impression d'être abandonné. Merci beaucoup. Une intervention masculine. Masculine, monsieur. Là. Bonsoir. Donc, je vais revenir sur l'organisation de l'appareil de l'État, parce que ça, c'est le sujet. Les autres sujets sont bien entendu très importants, mais il me semble qu'il faut commencer un petit peu par le haut. J'ai écouté tout à l'heure, il a dit, monsieur, le Parlement est représentatif du peuple français. Je reprends rapidement, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a 25% de la population française, ils ne sont pas représentés au Parlement. Certaines minorités, ils ne sont pas non plus représentés au Parlement. Donc, concernant ce problème, je propose une élection à suffrage universel, et selon le parti politique qui arrive en tête, voyez, et petit à petit, on descend. La proportionnelle. La proportionnelle intégrale. Je dis bien intégrale. Monsieur le Président de la République a proposé déjà une diminution de parlementaires. La même chose pour les sénateurs. Vous voyez, je ne sais pas s'il va le faire ou je ne sais pas. Je pense qu'il va essayer, en tout cas. Il va essayer parce que Monsieur François Hollande, il a essayé, il n'a pas réussi. Il n'a pas essayé. Enfin bon, c'est pas trop grave. Bon, tout ça, vous voyez, c'est pas possible, ça nous revient très très cher. Et je corrige rapidement le funérail des députés, 20 000 euros quand un député décède. Vous entendez? 20 000 euros. Vous voyez? Donc, pardon, excusez-moi, bon, passons. Donc, il reste un petit peu quand même la proportionnelle intégrale, j'insiste là-dessus. Et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, un homme politique peut occuper 3 ou 4 mandats électifs. En aucun cas. Donc, maximum 2 mandats électifs. Ça, c'est mon point de vue. Vous voyez, donc, je ne sais pas si je veux partager ou non. Donc, ce n'est pas possible. C'est la loi. Hein. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la loi. C'est comme ça. D'accord. C'est interdit. Je reviens, pardon, M. Bayrou, s'il vous plaît. Qui peut changer ces lois-là? Vous me parlez toujours de lois. Non, non, mais vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas compris. Ce que vous demandez, c'est la loi aujourd'hui. Ah oui, oui, d'accord, pardon. On est d'accord. Ouais. Donc c'est impossible. C'était le cas autrefois. Mais j'ai connu... Pardon, je reviens à la Constitution. Mais comment on peut faire pour faire changer ces lois? Il faut demander à M. de Béchillon. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mais je comprends parfaitement le Conseil constitutionnel, tout ça, je le comprends. Mais moi, je voudrais savoir comment on peut changer la loi en France. Comment on peut changer le Conseil constitutionnel? Pardon, au Parlement et au Sénat. Bien, mais merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Je répète pour dire un petit mot. Comment ça se fait que les sénateurs ne sont pas élus par un suffrage universel? Je vous remercie beaucoup, M. Bayrou. Merci beaucoup. Une voix féminine. Non, vous ne correspondez pas. Madame. Ah, vous disiez au revoir pour partir. Je croyais que vous demandiez la parole. Une voix féminine, non, ne correspond pas aux critères. Non, je regrette. Madame. Donc, comme a dit ma collègue tout à l'heure, elle est aide-soignante. Moi, je suis auxiliaire de vie, comme j'ai dit. Par contre, je reviens sur les funérailles. Non, ce n'est pas 20 000 euros. Depuis février de l'année dernière, c'est 2 500 euros par personne, conjoint et enfant mis dans le lot. Donc, je rétablis juste ça. Par contre, vous demandez aussi comment on peut faire pour les lois. Vous voulez le RIC, comme nous, vous seriez pour. Ben, on fait comme Monsieur Jupiter, on fait une ordonnance. N'est-ce pas, Monsieur de Bichon? Ah non, ça, c'est pas possible.
Mais non, mais il le fait en attendant. Il fait Non, des non, ordonnances. c'est pas possible. Et voilà, mais à la limite. Pour ça qu'il y ait s'impose. une ordonnance, Allez-y, expliquez-moi. il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat avant. Je vous donne l'autorisation de faire une ordonnance. Et une fois que l'ordonnance est écrite, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent pour accepter cette ordonnance. Donc ce n'est pas vrai que quelque Jupiter que ce soit puisse décider tout seul de faire une ordonnance. Ça n'existe pas. Mais donc, alors, on en revient sur le référendum. Eh oui. Eh oui, monsieur de Béchillon. Il faut demander à monsieur de Béchillon. Voilà. Voilà. Je suis désolée, hein, mais on en revient tous ça, Merci. au référendum. Je vous remercie. Monsieur, Messieurs, dames, bonsoir. Monsieur Bayrou, bonsoir. Donc en fait, j'ai une question un peu personnelle à vous poser. On est bien sur les institutions. Oui. D'accord. J'aimerais savoir la place de la franc-maçonnerie au sein des institutions françaises. Votre place là-dedans, y compris. Vous allez avoir une surprise. D'accord. C'est que personnel peut-être, après ça intéresse peut-être certaines personnes, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus et savoir surtout quelle place occupe-t-elle au sein de notre institution, de nos institutions, pardon. Alors j'ai beaucoup de mal à vous répondre parce qu'il se trouve, j'ai comme vous lu des accusations ou des rumeurs sur ce sujet, je n'en sais absolument rien. Non, mais vous avez compris ce que je dis. Je n'ai jamais, ni de près ni de loin, approché les milieux que vous évoquez. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Donc, alors vous êtes en train de dire à tout le monde que vous ne connaissez, vous n'avez aucune notion sur la franc-maçonnerie, c'est ça? Non. Non. Donc vous êtes maire de la ville de Pau. Oui. En France, nous sommes à Pau, vous êtes le deuxième plus gros bastion d'Europe de la franc-maçonnerie et vous allez me faire croire que vous n'avez jamais posé un pied. Est-ce que vous pouvez me croire si je vous regarde dans les yeux? Êtes-vous passé à la chambre franc-maçonnique de Paris? Alors, je réponds de la manière la plus claire. Si vous me demandez si je suis initié dans la franc-maçonnerie, la réponse est non. Si vous me demandez si on me l'a proposé dans ma vie, jamais, la réponse est non. Jamais personne, sans doute parce qu'on connaît mes sentiments religieux, peut-être quelque chose de cet ordre. Est-ce que j'ai été invité à faire une conférence à Paris devant des obédiences, et notamment la plus importante, le Grand Orient de France? La réponse est oui. J'y suis allé. J'ai fait une conférence. Donc vous avez des notions. Oui, notions. Mais en tout cas, si on vous dit que Pau est la capitale de la franc-maçonnerie mondiale, comme vous avez dit, ou européenne, vous pouvez au moins dire une chose, c'est que le maire est totalement extérieur à ce sujet. Et qu'il vous l'a dit à vous, et que vous savez qu'il ne ment pas. Répondez-moi simplement, alors, quelle place a la franc-maçonnerie dans le monde ou dans la France seulement? Je ne peux pas vous répondre, je connais comme vous Donc vous ne connaissez je pas. pense qu'il y a... Vous nierez le fait qu'il existe un projet de ces gens-là, que ces gens-là, exemple, vous savez très bien à Pau que vous avez un Rotary Club. Vous le savez, ça. Oui, mais moi, je sais. Vous dites que le Rotary, c'est... Ces gens-là, vous les côtoyez, monsieur. Ne dites pas le contraire. Beaucoup moins que vous ne croyez. Je pense que les élites professionnelles qui représentent la ville ou la région, je pense que vous les avez eues au moins une fois dans votre bureau, non? Mais je leur ai... Hein? Oui, il y en a beaucoup, des joueurs de pétanque. Numériquement, ils sont aussi importants. Et les supporters du match de rugby, ils comptent plus que la franc-maçonnerie. Je crois, vous voyez, je vais vous dire les choses. On est un monde dans lequel on vit de rumeurs, de Monsieur, de vous pouvez soupçons. voir 6 rue du Poulpe ici. Vous avez un temple qui s'appelle le temple des Acacias, qui couvre 9 loges maçonniques. Une loge peut contenir une centaine de personnes. D'accord. Quand vous voyez la bâtisse de ce temple, l'endroit où il est placé, etc., au numéro de rue là où il est placé, excusez-moi, monsieur. Monsieur, mais à un moment vous donné, voyez, monsieur,
Vous me dites quelque chose qui pour moi est du chinois. D'accord. Eh bien, je vous invite à me suivre et on ira ensemble rencontrer les personnes de ce Rotary Club que vous ne connaissez pas et qui Mais se sont excusez-moi, permis de me le larguer. Rotary Club, c'est un club de personnes, mais ça, Une à ma confrérie comme les connaissance... harmoniaux de Pau. Vous n'avez pas connaissance des harmoniaux de Pau? Non, du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Faites un peu de recherche sur votre ville, sur l'histoire Vous voyez, franc-maçonnique de votre ville. vous voyez, Peut-être que... je vais vous dire quelque chose. Ne le prenez pas mal parce que... Mais les gens qui pensent qu'il y a un complot maçonnique qui dirige tout, les gens qui pensent qu'il y a un complot juif qui dirige tout, les gens qui pensent qu'il y a un complot, je ne sais pas ce que, de banquiers qui dirigent tout, les gens qui pensent que c'est Israël qui décide à notre place, à mon avis, ces gens-là n'ont pas les yeux en face des trous. Ils disent n'importe quoi. Vous voyez, je vous dis, j'ai occupé des fonctions assez importantes, y compris dans un univers, l'univers de l'éducation nationale, où on dit que ces philosophies ou ces réseaux sont assez puissants. Jamais on ne m'a proposé d'entrer, j'aurais pas dit oui sans doute, et c'est pourquoi cette proposition ne m'a pas été faite. Jamais de ma vie, jamais, on ne m'a proposé, quelqu'un, qui que ce soit, n'est venu me voir en disant ça serait bien que vous soyez... Et à Pau, jamais je n'ai eu la moindre pression. Donc au sein de vos amis politiques, il n'y a personne qui vous en a parlé Jamais. Jamais. Alors peut-être parce que j'appartiens à un courant politique qui n'est pas spécialement dirigé vers là, mais c'est comme ça. Jamais. Vous m'entendez ?